Mes chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus dans ce nouveau programme qui vous propose un partage de connaissances sur la cuisine médiévale et par extension la cuisine historique à travers des mets et des mots. Aujourd'hui, pour cette émission, Bruno Loriot. Bonjour Fabien. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge et de l'alimentation et président de l'Institut européen Histoire et Culture de l'Alimentation qui nous accueille dans sa bibliothèque. Et également Pascal Briouat. Bonjour. Professeur d'histoire moderne, spécialiste de l'histoire des sciences et des techniques et aussi de Léonard de Vinci. Tout à fait. Et moi-même, Fabien Mullers, chargé d'enseignement dans le cadre du Master Culture, Patrimoine et Alimentation à l'Université de Tours, et également chercheur associé au programme Corema, Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge. Bruno Loriot, on vous doit l'ouvrage Le règne de Taïwan, et vous avez très récemment communiqué sur ce personnage dans le cadre des Jeudis de Corema. Est-ce que vous pouvez nous le situer en quelques mots ? Taïwan, au fond, c'est le premier des cuisiniers français. Et ceci, c'est pour trois raisons. C'est le premier, d'abord, dont on ait la trace, en réalité. C'est-à-dire qu'avant, on sait qu'il y a des grands cuisiniers, mais on n'a pratiquement pas de documentation. Sur Taïwan, c'est absolument tout. On sait quand est-ce qu'il est né, quelle est sa carrière, on connaît même la couleur de son cheval. Donc c'est dire si on sait beaucoup de choses. La deuxième raison pour laquelle c'est le premier des cuisiniers français, c'est que de son temps même, il occupe le plus haut rang parmi les cuisiniers, c'est-à-dire qu'il est le premier écuyer de cuisine du roi. Et puis enfin la troisième raison, c'est que il a écrit un livre de cuisine ou tout au moins il lui est attribué à son époque, et ce livre de cuisine est un véritable best-seller, c'est le viandier dit de Taïwan. Alors, pourquoi ce sobriquet Taïwan ? Oui, alors c'est un sobriquet, tu as raison, c'est-à-dire c'est vraiment un surnom. Un surnom, son vrai nom c'est Guillaume Tirel, donc ça on le sait aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un des premiers documents qui le concerne, il est enfant de cuisine à ce moment-là, et les deux autres enfants de cuisine, il y en a un qui s'appelle Heurtebise et l'autre qui s'appelle Galerne. Donc des références au vent, en quelque sorte. Alors on imagine les enfants de cuisine en train de souffler sur les braises, de faire du vent pour attiser le feu ou... Pourquoi pas. Ou étant très agités et courant d'un endroit sur l'autre, on a des textes qui nous décrivent l'activité des galopins, comme on disait, dans les cuisines. Donc ils brassent du vent. Ils brassent du vent, voilà. D'accord. Alors, dans l'édition Princeps, vers 1485-86, il est mentionné un banquet pour le comte du Maine et mademoiselle de Châteaubrun au Bois-sur-la-Mer. Et plus tard, au XVIIIe siècle, l'historien Legrand d'Aussy croit alors Taïwan attaché à la maison de Charles VII. Mais c'est une erreur. Oui, Taïwan, il vit plutôt au XIVe siècle. Et là, on est au XVe siècle. Mais il se trouve que les manuscrits de Taïwan continuent à être copiés au XVe siècle. Et on a effectivement l'édition Princeps qui date de la fin du XVe siècle, qui intègre en fait des nouveautés, dont des menus. Alors, le bois sur la mer, c'est en fait bois Siramé, c'est-à-dire le château que fréquentait Charles VII, qui détestait les villes et qui préférait les villégiatures. Et dans le cadre de ce château, on a toute une série de menus, de banquets, au sens de l'époque, c'est-à-dire des collations assez sucrées, des sortes de méga goûters, on va dire. Et dedans, effectivement, il y est fait référence à l'entourage de Charles VII, et notamment aux innombrables dames et demoiselles qui étaient soit les maîtresses de Charles VII, soit les maîtresses de ses plus proches fidèles. Mais alors, pour revenir sur Taïwan et son viandier, on connaît différents manuscrits et différentes éditions successives également. Oui, tout à fait. C'est un texte qui, en fait, existe avant même Taïwan. Donc il est attribué à Taïwan au XIVe siècle, mais en fait il remonte avant, probablement à la fin du XIIIe siècle. Et puis il va continuer à être copié jusqu'au XVe siècle, et ensuite c'est les éditions qui vont prendre le relais jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire jusqu'au moment où la cuisine française opère sa grande mutation et change complètement d'optique, abandonne par exemple largement les épices, qui était quand même un trait caractéristique de la cuisine médiévale.
On a donc des éditions successives jusqu'au XVIIe siècle, mais au XIXe, Pichon et Vicaire rééditent ce viandier de Taïwan. Certes, mais c'est un texte mort, donc ils le rééditent comme un texte qui permet de nous renseigner sur l'histoire de la cuisine. Mais ça n'est plus une cuisine vivante. C'est une édition qui se veut critique, fondée sur les quelques manuscrits qu'ils connaissent à l'époque. Depuis, l'histoire a fait des progrès et on en a trouvé d'autres. Et on a des éditions plus récentes. Notamment celle de Terence Scully. Oui, tout à fait. Donc qui à mon sens, reprend plusieurs des oui, 4 manuscrits. Éditions, 4 manuscrits qui sont présentés ensemble. Donc c'est l'édition de référence. Donc si on veut travailler de manière un peu scientifique aujourd'hui sur le viandier de Taïwan, il faut aller chercher cette édition qui a été publiée au Canada. Donc. Alors, on a bien compris que les manuscrits ou les éditions évoluent au fil des siècles, mais en ce qui concerne le Moyen-Âge, quel type de cuisine peut-on trouver dans cet ouvrage? Alors c'est difficile à résumer en quelques mots, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc si on cherche quelques caractéristiques assez précises, la première, je dirais, celle qui saute aux yeux, c'est l'utilisation des épices. Donc souvent, de manière variée, et quand on a le renseignement en quantité assez notable. Donc les épices sont un critère de distinction sociale très fort, donc on est dans le cadre d'une cuisine aristocratique bien entendu, où ces épices dans leur variété sont utilisées. Bon, par exemple la graine de paradis ou le poivre long qui sont des épices très coûteuses. Le second trait qu'on pourrait déterminer, c'est l'importance qui est d'ailleurs liée des sauces dans cette cuisine, et c'est des sauces dont il faut dire tout de suite qu'elles sont légères, parce qu'il y a une mauvaise réputation du Moyen-Âge, dans lequel on aurait mangé beaucoup, mal, gras, etc. Tout ça, c'est faux. Si on prend une sauce médiévale, c'est quoi? C'est des épices, c'est une substance acide, genre du vinaigre, du vin léger ou du verjus même, et puis une liaison au pain. Et c'est tout. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'huile. Donc, je crois qu'on pourrait écrire un livre, j'espère que peut-être tu l'écriras un jour, qui s'appellerait « Maigrir en mangeant médiéval ». Bon, alors, je m'adresse maintenant à Pascal Briouat. Léonard de Vinci, on le connaît comme peintre, on le connaît comme inventeur, mais il était également l'organisateur de fêtes fastueuses, que ce soit pour les puissants ou pour le roi. Oui, tout à fait. Il a organisé des fêtes à grand spectacle, avec des fêtes à machines. Par exemple à Milan pour les Sforza, par la suite à Milan toujours pour Charles d'Amboise, gouverneur de la ville pour les Français, et puis à la fin de sa vie pour François Ier lui-même. Ces fêtes sont absolument grandioses, et ça donne à Léonard l'occasion de croiser la grande cuisine. Il a probablement connu Maître Martino, le maître que de Gian Giacomo Trivulzio. Il avait dans sa bibliothèque le De Honesta Voluptate de Platine. Donc il connaissait la cuisine. Il y a même ici ou là, chez Léonard, des recettes de cuisine. Alors, vous voyez venir ma question. Est-ce que l'on peut imaginer que le viandier de Taïwan ait inspiré Léonard dans ses fastes culinaires? Sans doute plutôt les traités italiens, qui sont déjà assez copieux. On a des recettes chez Léonard, par exemple de sauce verte, celle qu'on utilise aujourd'hui en Toscane encore pour manger avec le bolito, le bœuf bouilli, ou le lampredotto, c'est-à-dire la tripe. Et tout de suite, on se dit, mais ça, c'est très curieux. Est-ce que la légende de Léonard végétarien tient le coup? D'autant qu'à d'autres endroits, on voit Léonard s'enthousiasmer pour des machines à faire des saucisses, des tournebroches extrêmement sophistiqués, voire des cheminées pour fumer la viande. Donc, il y a un mystère quand même sur l'alimentation de Léonard. Alors, si je comprends bien, d'après ce que vous nous dites, Léonard, il serait plus flexitarien que réellement vegan.
À vrai dire, on n'en sait rien. Vegan, j'ai des doutes sur l'anachronisme du propos. On a des témoignages qui disent que Léonard est comme les Indiens, des témoignages de contemporains de Léonard, mais qui ne connaissaient pas Léonard, mais qui s'adressent à quelqu'un qui connaissait Léonard. Donc il est possible qu'à la fin de sa vie, il est tout à fait possible que Léonard soit devenu végétarien. D'ailleurs, la dernière parole écrite de Léonard de Vinci, c'est etc. parce que le minestrone est refroidi. Donc on est vraiment dans de l'alimentation végétarienne que lui concocte Mathurine au Clos Lucé. Maintenant, est-ce que Léonard consommait de la viande pendant sa vie? C'est tout à fait possible. On a des listes de courses où il achète de la viande. Alors, est-ce que c'est pour tout l'atelier ou est-ce que c'est pour lui aussi? Tout cela est très compliqué. Je pense qu'il y a urgence à ne pas se prononcer. Alors, concernant les sources, hein, au-delà des listes de courses et des ouvrages culinaires, qu'est-ce que l'on a réellement comme source historique pour comprendre l'alimentation au XVIe siècle? Alors, au XVe, XVIe siècle, bon, à l'époque de Léonard, on a vu qu'il y avait des traités, par exemple, de l'honnête volupté de Platine. C'est un grand texte qui était dans la bibliothèque de Léonard. Là, on peut lire des recettes et certaines recettes nous indiquent ce que pouvaient être les goûts d'un Léonard de Vinci. Et puis, il y a les contes. Alors, pour les fêtes dont nous parlions tout à l'heure, par exemple, j'ai étudié deux grandes fêtes, celle de 1518 à Amboise et celle de 1521 pour le camp du Drap d'Or. Donc cette rencontre diplomatique entre Henri VIII et François Ier. Et là, on trouve des choses assez étonnantes. Même si on n'a pas les menus, et c'est désolant, on a par exemple des fromages de Milan qui arrivent dans le nord de la France, entre Ardres et Guînes. Alors moi, ça me met en joie. Il faut imaginer des meules de parmesan, j'imagine quelque chose comme ça. Il y a aussi la marée de Boulogne, parce que le maigre est très important. Où il y a le roi d'Angleterre qui offre à François Ier et sa cour un esturgeon géant. Donc, vous voyez, par les contes, on arrive à saisir. Évidemment, c'est une nourriture extrêmement carnée. L'essentiel, ce sont des dépenses de viande diverses. Encore que tout n'apparaît pas parce que la chasse n'apparaît pas. Elle est fournie par la cour elle-même. Mais on trouve aussi beaucoup d'épices. Et là, les apothicaires, qui d'ailleurs amènent aussi le sucre et les dragées, etc., les apothicaires sont largement payés lors de ces fêtes. Alors Pascal, si vous êtes parmi nous, c'est également pour nous parler d'un ouvrage dans la collection La Table des Hommes, que vous avez co-signé avec Florent Kellier, historien de l'alimentation. Alors, je vois notamment le mythe italien. Voilà, le mythe italien. En fait, nous sommes partis avec Florent pour l'organisation d'un colloque qui s'est tenu à Blois, d'un texte absolument fondamental qui était Mickey à travers les siècles. Dans notre mémoire enfantine, il y avait cet ouvrage important dans lequel Mickey se retrouve à discuter avec Catherine de Médicis et avec un pâtissier de Catherine de Médicis qui s'appelle Frangipane. Et alors là, on a tous les éléments du mythe. Catherine de Médicis change l'alimentation des Français en apportant la gastronomie italienne. Oh, et c'est pas vrai? Et c'est pas vrai. D'accord. Et c'est pas vrai. Ou c'est c'est très partiellement vrai, on va dire. Parce qu'on entend dire que Catherine de Médicis nous a également amené la fourchette. Oui, c'est ça, mais c'est faux aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mythe qui s'est construit sur le long terme, qui commence au XVIIIe siècle, avec un ouvrage qui s'appelle Les Dons de Commuse, vers 1730 ou 1740, si j'ai bonne mémoire. Et là, il y a 2 jésuites qui préfacent le livre et qui expliquent ça, qui disent que c'est très très mal, que l'Italie nous a amené le pire, etc. Et le goût pour la gourmandise, etc. Et tout ça va être repris tout au long du XIXe siècle. Alors, tous les auteurs se sont copiés entre eux,
y compris évidemment le plus grand d'entre eux, Alexandre Dumas, pour construire ce mythe. Et ça finit par arriver dans Mickey à travers les siècles. Nous, on s'est demandé, à partir de là, si on pouvait vraiment regarder à partir des sources ce qu'il en était. Or, il n'y a absolument rien qui change dans les traités, par exemple, qui seraient d'origine italienne. La fourchette est un mythe. Alors, ce qui reste, c'est à la marge. Ce qui reste, c'est à la marge. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, qu'effectivement, le goût italien pour les légumes commence à percoler doucement en France, mais pas partout. Chez les Guises, peut-être, mais chez les Guises, il y a des princesses d'origine italienne, donc ça s'explique un petit peu. Ce qui est, à mon avis, le plus clair de l'enquête que nous avons menée, c'est qu'au lieu d'avoir une unique influence italienne, il y a des circulations européennes très très générales. Il faut savoir qu'au XVe siècle, les cuisiniers de Ferrare étaient des cuisiniers allemands. Et il faut savoir aussi que les techniques d'écuyer tranchant, par exemple, les plus sophistiquées viennent d'Espagne. Donc il y a énormément de circulation européenne et le mythe de l'Italie qui aurait transformé la culture française, ça ne tient pas la route. La culture gastronomique française, elle n'est plutôt au XVIIe siècle, et c'est ce que disait Bruno Loriot tout à l'heure. Oui, eh ben, effectivement, de toute façon, entre 15e et 16e siècle, il y a une sorte de continuité dans la cuisine française, on le sait. Donc, on continue à utiliser les épices. L'influence italienne, elle est perceptible, enfin, l'influence du manger cru. C'est ça qui est important aussi, c'est le fait de manger cru, manger de la salade par exemple. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit apparaître au XVe siècle, qu'on identifie peut-être comme influence italienne, mais ça paraît en effet très très marginal par rapport au reste de la cuisine française qui est en pleine continuité entre le XVe et le XVIe siècle. Donc au fond, il n'y a pas de renaissance. Il y a quelques fruits et légumes, on voit apparaître le melon, mais c'est très rare. Oui, les asperges et les artichauts, mais c'est franchement très rare. Ouais. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais la traduction en français d'un ouvrage comme Le Platine en 1505, il me semble, est-ce que ça n'a pas pu contribuer à cette idée d'une arrivée sur les tables françaises de cette cuisine italienne? Alors la question du Platine, c'est que le Platine en français est quand même assez différent du Platine italien. D'accord. Il y a quand même pas mal d'ajouts qui sont liés essentiellement à son traducteur, qui était installé dans le midi de la France, à Montpellier, donc dans une zone où on connaît la médecine, donc c'est plutôt orienté vers ça. Le Platine, c'est pas uniquement un livre de cuisine, c'est un livre global, c'est un livre de gastronomie, je dirais, où il y a à la fois de la cuisine, il y a de l'histoire, il y a de la médecine, tout ça conflue pour faire un livre de gastronomie. Donc il a eu une grosse influence sur plutôt l'image qu'on se faisait, en effet, de la gastronomie et de la cuisine, plus que sur, je dirais, le contenu de la cuisine, me semble-t-il. Même s'il a eu un grand succès. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, au fond, la gastronomie de la Renaissance, elle amplifie les tendances de la fin du Moyen-Âge. Par exemple, le sucre, on en utilisait encore plus qu'on en utilisait au XVe siècle, et déjà au XVe, on en utilisait pas mal. On utilise davantage aussi de beurre, par exemple, et ça, c'est pas vraiment une influence italienne, semble-t-il. Donc, voilà. Et dans ce qui est absolument vérifiable, c'est que aucun cuisinier italien n'est à la cour des derniers Valois. Voilà, oui, c'est ça. Donc, du coup, tout ce qui se dit sur le soi-disant frangipani chez Alexandre Dumas, c'est encore un autre qui s'appelle Pastilla. Tout ça, c'est de l'invention. Et en effet, les cuisiniers allemands, on les trouve en Italie. Alors à Ferrare, mais également à Venise et également à la cour pontificale. Il y en a beaucoup qui sont à la cour pontificale. Notamment, on doit à Jean de Bockenheim. Jean de Bockenheim, par exemple, est un des premiers, en effet. Ouais. Alors, Pascal Briouat, en conclusion, cet ouvrage, La table Renaissance, le mythe italien, avec Florent Caillier,
De nombreux articles à l'intérieur, hein, je vois notamment des plans et descriptifs de cuisine et d'office, également beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de traiter le mythe dans tous ses états. Après une introduction de Florent Kellier qui pose vraiment bien le problème. On a, par exemple, tout ce que je vous disais sur la fourchette. Il y a un très bel article de Loïc Bienassi sur le sujet. Il y a un article d'Alain Salamagne sur les cuisines des châteaux en France. Et bon, est-ce qu'il y a une mode italienne? Est-ce que moi j'ai évidemment écrit sur Léonard de Vinci et donc ce mythe du végétarien, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? On explore aussi, par exemple, la table des Guises, ce que font les écuyers tranchants espagnols. Donc, au total, on a vraiment une diversité qui permet de saisir la réalité d'une cuisine qui est très largement une cuisine européenne en vérité. Alors, cette collection, La Table des Hommes, Bruno Loriot, avec ta casquette de président de l'IEHCA, tu peux nous en parler parce que c'est vraiment la collection phare, je dirais, sur l'histoire de l'alimentation. Oui, sur l'histoire et d'ailleurs et les cultures de l'alimentation, parce qu'il y a aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. C'est véritablement la collection de référence en français, c'est même unique en réalité. Et on essaye, le titre c'est Table des Hommes, et table est au pluriel d'ailleurs, hein, donc il y a une diversité. On essaye de faire en sorte que ça reflète la diversité des travaux et la diversité des terrains. Donc par exemple, parmi les derniers volumes parus, il y a celui sur la table de la Renaissance, mais il y en a un aussi sur la naissance du gourmand, à travers l'œuvre donc de Grimaud de la Reynière, un des premiers écrivains gastronomiques du 19e siècle, et qui est l'œuvre d'une professeure japonaise. Les meilleurs spécialistes de Grimaud de la Reynière sont japonais, et ils publient dans Table des Hommes. Et puis également, nous avons un ouvrage qui s'appelle Menaces sur l'alimentation, qui est en fait lié à la question, enfin qui traite de la question des emballages. Vous savez que les emballages sont susceptibles d'apporter des contaminations, on va dire, et ce qui est intéressant, c'est que ce livre traite de cette question non seulement d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue historique, en essayant de voir comment est-ce qu'on a développé ces emballages et comment on s'est posé le problème de leur aspect contaminant dès le 19e siècle. Donc, dès le 19e siècle, on est là à la naissance de l'apertisation pour la conservation des aliments ou... C'est surtout le développement de l'aluminium. D'accord. Qui est le point crucial. Et aujourd'hui, des plastiques. Et aujourd'hui, des plastiques. Les pollutions. Dès le 20e, les plastiques. Donc, d'abord aux États-Unis, ensuite en France, etc. Chers amis, laissez-moi vous parler maintenant de l'actualité avec les événements ou les colloques à venir. Et tout d'abord, un ouvrage qui est paru récemment, Faire son marché au Moyen-Âge. On y trouve de nombreux articles de référence réunis par Judicaël Petrouist et Mario Lafuente Gomez. Donc différents articles d'historiens en italien, en espagnol ou en français. Faire son marché au Moyen-Âge. À suivre, la création d'un label Renaissance en Val-de-Loire. Un label qui valorisera plus particulièrement l'art de vivre et la gastronomie avec de nombreux événements dans les 3 années à venir. Donc une attention particulière sur ce label Renaissance en Val-de-Loire. Et toujours dans cette Villa Rabelais, au sein même de cette bibliothèque, les jeudis de Coréma, corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge. Le 19 mars, de 10h à midi, nous accueillerons Jung Yeon Yoon de l'Université de Tours, les aliments fermentés en Corée du 10e au 17e siècle. Enfin, pour ceux qui résident sur Paris ou sa région, 2 expositions en ce moment même. Je mange donc je suis au Musée de l'Homme ou encore à la Bibliothèque Forney, Nourrir Paris. Chers amis, ainsi s'achève ce premier numéro de notre nouvelle émission des mets et des mots pour une histoire culinaire. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Pascal Briouat, venu spécialement participer avec nous pour nous parler de son ouvrage, mais également de Léonard de Vinci. Et quant à vous, eh bien, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez également, faites-nous part de toutes vos impressions. Et n'oubliez pas que cette émission est également la vôtre. Alors si vous avez des informations, notamment en ce qui concerne le calendrier, eh bien, n'hésitez pas, nous les partagerons avec plaisir. Merci.